Merci beaucoup. Alors, je vais partager voilà, mon écran. Alors, merci beaucoup pour cette présentation et pour l'organisation de ce séminaire. C'est un plaisir pour nous de présenter les résultats de ce travail. Je vais vous présenter cette recherche qui porte sur l'expérience subjective des maternités adolescentes accueillies en centre maternel francilien. Et donc, notre équipe de recherche est constituée en effet des professeurs Bernard Goll, Sylvain Missonnier, Madame Marie Cassis et donc moi-même. Donc, c'est une recherche qui a été effectuée en partenariat avec l'association Olga Spitzer, l'Université Paris-Cité, et bien sûr, elle a été soutenue et financée par l'ONPE ainsi que par la Fondation Mustela. Donc, concernant les objectifs de cette étude, donc la thématique de la recherche consistait à décrire l'expérience de la grossesse et de sa prise en charge périnatale dans l'après-coup d'une grossesse adolescente. Donc, l'objectif primaire était d'étudier l'expérience subjective rétrospective, donc 1 an et demi à 2 ans après la naissance de l'enfant, et actuelle de la maternité, de son évolution au cours des 2 premières années de vie de l'enfant. Et donc, nous cherchions à mieux connaître le vécu de ces jeunes femmes concernant la construction de leur identité de mère et la façon dont elles se sentent et se perçoivent en tant que mères. L'objectif secondaire consistait à évaluer les facteurs de vulnérabilité psychosociaux de la mère et de son parcours de prise en charge. Nous cherchions ainsi à déterminer le parcours psychologique et médico-social que la mère adolescente a pu connaître. Enfin, le troisième objectif se portait sur l'évaluation, au moment de la recherche, de la qualité des interactions mère-enfant. Donc, les enjeux concernés par la recherche étaient et sont multiples, et je reviendrai rapidement sur certains d'entre eux dans cette présentation. Donc, d'abord, du côté des enjeux psychosociaux, pour reprendre quelques chiffres qui ont été à la base de notre étude. Donc, en France, en 2016, plus de 12 739 enfants sont nés de mères âgées de moins de 20 ans. Dont 1446 en Île-de-France, dont 135 dans le département de Paris. Donc 50% des mères adolescentes présentent des troubles dépressifs patents, d'après la revue de la littérature. 50 à 75% des adolescentes abandonnent leur scolarité au cours de la grossesse. Et 80% environ des infanticides surviennent dans le cas de grossesse adolescente. Donc, la coexistence des crises d'identité majeures que représente d'une part l'adolescence et d'autre part la maternité constitue un contexte de fragilité plus important. Plusieurs études ont notamment souligné le caractère vulnérable des grossesses adolescentes, notamment sur le plan psychopathologique, avec une prévalence plus forte des dépressions et avec une déscolarisation importante. Du côté des enjeux périnataux, la littérature tend à démontrer que les grossesses adolescentes sont caractérisées essentiellement par un risque majeur d'accouchement prématuré et de naissance d'enfants de faible poids. Donc, ce phénomène s'expliquerait par l'immaturité biologique de ces jeunes filles, ainsi que par la découverte tardive de la grossesse qui n'a pas toujours permis d'effectuer les examens nécessaires au bon déroulement de la grossesse et de l'accouchement. En revanche, l'incidence de ces risques s'infléchit sous l'influence d'un suivi optimal pendant la grossesse. Du côté des enjeux sur le développement de l'enfant, on note plus de retard de développement psychomoteur chez les enfants issus de grossesses mineures comparé aux enfants issus de grossesses adultes. Une étude conduite autour de 45 mères adolescentes a retrouvé un taux de maltraitance de 33% après 2 ans seulement. Et des études ont un petit peu précisé ces données-là en montrant que l'essentiel du comportement maltraitant était associé au fait surtout d'avoir été soi-même maltraité et non pas tellement au fait d'être une mère adolescente. Et donc qu'une prise en charge de qualité pouvait éviter une répétition du comportement maltraitant.
Les enfants de mères adolescentes sont des enfants plus à risque du point de vue de la psychopathologie, du fait notamment que de nombreuses mères adolescentes n'apparaissent pas en mesure de fournir à l'enfant le soutien émotionnel essentiel à un développement favorable. Donc, en conclusion, à partir de ces différentes recherches, les enjeux apparaissent multiples sur le plan de la protection de l'enfance et se retrouvent sur un double versant. D'une part, vis-à-vis des adolescentes qui deviennent mères, de par les risques psychopathologiques, sociaux et médicaux. Et d'autre part, nous relevons les risques concernant les enfants de ces jeunes mères, notamment concernant la mise en place des premiers liens mère-enfant plus vulnérables et de la présence de troubles psychopathologiques plus fréquents. Donc, du point de vue méthodologique, dans notre recherche, donc, il s'agissait d'une étude multicentrique. La population d'études a été recrutée sur le territoire francilien via des partenariats avec des institutions, des structures de soins. 6 maires ont participé à la recherche. Cette étude a privilégié vraiment la dimension qualitative des données recueillies à travers une approche d'analyse clinique singulière et approfondie. L'objectif de recueil de données statistiquement significatives n'était donc pas poursuivi en première intention. Il s'agit d'une étude exploratoire sur un sujet novateur avec encore peu de données disponibles dans la littérature. Sur l'ensemble des 6 diades rencontrées, l'âge moyen était donc de 18 ans pour les mères et de 18 ans pour les enfants. Donc au moment de la rencontre, c'est-à-dire elles ont accouché 1 an et demi à 2 ans avant. Les diades étaient toutes admises au sein d'un centre maternel ou parental de la région parisienne. Donc, dans l'objectif de créer une cohorte de mères ayant eu leur enfant pendant leur adolescence et qui bénéficient d'un parcours de prise en charge, nous avons cherché à entrer en contact avec des structures ayant l'habitude d'accueillir des jeunes femmes étant devenues mères alors qu'elles étaient encore mineures. Les 6 diades de notre étude ont donc été recrutées sur 5 structures différentes, 4 centres maternels et 1 centre parental répartis dans 4 départements de la région francilienne. Concernant les outils utilisés, donc nous avons eu recours en premier lieu à un entretien semi-directif qui visait à étudier, à explorer le vécu subjectif de la maternité chez les adolescentes au cours de leur grossesse, donc de façon rétrospective, et jusqu'au 1 an et demi à 2 ans de leur enfant. Nous nous sommes intéressés au vécu rétrospectif de la mère, la façon dont elle déployait son récit sur sa grossesse et les premiers mois en tant que mère jusqu'à aujourd'hui. Dans l'objectif d'évaluer la qualité des interactions mère-enfant, nous nous sommes formés au CIB, qui est une échelle d'observation permettant de dresser un profil des interactions précoces. C'est une échelle qui est adaptée à des enfants âgés de 2 à 36 mois. Et donc, la cotation s'effectue après avoir observé un temps de jeu libre filmé entre la mère et son enfant. C'est une échelle qui contient une quarantaine d'items. Et donc, le CIB évalue non seulement la qualité de chacun des partenaires dans l'interaction, mais aussi le fonctionnement propre à la dyade. Et enfin, le protocole comprenait l'utilisation d'une échelle de dépression et d'une échelle d'anxiété. Ces échelles, couramment employées par les recherches cliniques, dans les recherches cliniques, permettent de compléter notamment les données issues de l'entretien semi-directif pour repérer des possibles signes psychopathologiques du côté de l'anxiété et ou de la dépression chez la mère. Donc, voilà un petit peu pour la méthodologie. Concernant les résultats maintenant de cette recherche, donc l'analyse des entretiens semi-directifs, qui étaient des entretiens approfondis avec les mères, ainsi que l'utilisation complémentaire des autres outils, nous ont permis d'identifier 3 grandes dimensions dans le verbatim des sujets. L'investissement de la maternité, la prise en charge et le contexte familial et social de ces adolescentes. Donc, je vais revenir sur chacun de ces grands axes. Donc, la première dimension concernait la thématique de l'investissement de la maternité, dans laquelle nous avons pu identifier des sous-thèmes, notamment le rapport à la sexualité et à la contraception.
Donc, en effet, parmi les jeunes femmes que nous avons rencontrées, nous avons pu mettre en avant que la survenue de la grossesse ne semblait pas s'expliquer uniquement par une méconnaissance des méthodes de contraception. Nous avons plutôt relevé un rapport très ambivalent vis-à-vis de la grossesse, souvent avec un désir presque consciemment exprimé d'une grossesse, qui est souvent venu prendre un sens particulier dans leur histoire, de réparation, de création d'une nouvelle entité familiale, par exemple. Donc, en effet, concernant la signification psychique que semblait venir prendre cette grossesse, nous avons pu relever, en lien avec des travaux existants dans la revue de la littérature, que la grossesse pouvait apparaître comme une forme de réparation narcissique, dans certains cas, face à des histoires familiales très douloureuses, dans une forme de fonction de passage à l'acte, donc qui se traduisait par une tendance à l'externalisation des conflits dans le milieu extérieur, ou également encore un contexte culturel particulier, notamment pour une des mères pour laquelle la grossesse associée à un très jeune âge n'était pas du tout représentée de la même façon culturellement que dans la société occidentale. Concernant le vécu de la grossesse, nous avons notamment pu relever que la découverte de la grossesse avait souvent été tardive, en moyenne vraiment beaucoup au 3e mois de grossesse. Dans notre échantillon, plusieurs adolescentes rapportent une symptomatologie dépressive et anxieuse pendant la grossesse. Et ces mouvements pouvaient être rattachés au sentiment de rejet par la famille et à des angoisses médicales concernant la grossesse et l'accouchement qui étaient très fortes, très présentes. Du côté des représentations de l'enfant, nous avons relevé à travers les récits sur la période de la grossesse peu d'éléments d'investissement de l'enfant à venir. En effet, la grossesse semblait investie majoritairement sur un versant plutôt narcissique et non pas dans une progression vers un investissement objectal du bébé à venir, comme on a l'habitude de le constater au cours d'une grossesse. L'accouchement est ainsi souvent présenté par les mères de notre étude comme le réel moment de prise de conscience de leur maternité et constitue pour une partie d'entre elles un choc d'autant plus important que les représentations anticipatrices sur l'enfant à venir ne s'étaient pas beaucoup déployées pendant la grossesse. Pour d'autres mères, les manifestations de pleurs de leur enfant pendant les premiers mois semble particulièrement difficile à gérer, provoquant par exemple des réponses immédiates sur un plan alimentaire, notamment chez un certain nombre de ces mères. Sur le plan du contexte familial et social, donc au sein de notre échantillon, les adolescentes ont fait part de situations familiales plutôt très chaotique et douloureuse. Ainsi, pour 2 des jeunes mères rencontrées, elles étaient déjà prises en charge par l'aide sociale à l'enfance avant même le début de leur grossesse. Elles décrivent toutes les 2 un parcours de violence et de maltraitance de la part de leur mère et une absence de la figure paternelle. Pour 2 autres adolescentes, c'est l'annonce de la grossesse qui constitue l'événement déclencheur d'un rejet parental du domicile. Et enfin, pour une autre adolescente, le contexte familial s'avère également très fragile par l'éloignement de ses parents restés en Afrique et les conditions sociales précaires du reste de sa famille présente en France, ne permettant pas de l'héberger avec son bébé. Du côté de la thématique de la conjugalité et de la coparentalité, donc nous avons pu relever que dans notre échantillon, il y avait pour plus de la moitié de ces jeunes femmes une relation de couple qui était stable au moment de la rencontre. Dans 3 situations, il s'agissait du compagnon qui était également le père de l'enfant. Celui-ci a la plupart du temps une place active auprès de la mère et de leur enfant. Ainsi, chez ces jeunes femmes qui ont participé à l'étude, nous pouvions relever chez certaines d'entre elles le souhait très fort de création d'une nouvelle entité familiale en opposition à leur environnement familial défaillant. Dans l'ensemble, ces adolescentes nous ont montré qu'elles étaient souvent désireuses d'investir une vie de couple stable avec le père de l'enfant.
Une seule des mères rencontrées a pu exprimer avoir consciemment voulu laisser le père de côté et ne lui a jamais annoncé, ne l'a jamais informé de la grossesse. Sur le plan de la scolarité et de l'insertion professionnelle, dans notre échantillon, sur les 6 mères rencontrées, 4 étaient scolarisées au moment où elles ont découvert leur grossesse. Ces 4 mères sont toujours scolarisées au moment où nous les avons rencontrées, tout en lycée technologique ou professionnel. Les 2 mères qui n'étaient pas scolarisées étaient soit en recherche de travail, soit employées au moment de la recherche. Et globalement, en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que la grossesse avait plutôt eu tendance à confirmer le parcours de déscolarisation ou de déscolarisation. Donc, on a pu néanmoins quand même souligner que l'accompagnement en centre maternel paraissait représenter un facteur encourageant la poursuite des études, du fait notamment des facilités d'organisation qu'il permet, notamment concernant la garde du bébé, ainsi que par l'accompagnement des éducateurs, entre autres, autour de cette question, donc dans voilà, les échanges que ces mères pouvaient avoir avec l'équipe autour de leurs projets d'études professionnelles, etc. Enfin, ces jeunes femmes rencontrées ont tout le projet de travailler relativement rapidement. Ce souhait d'insertion professionnelle rapide s'explique notamment par leur situation en tant que mère accueillie en centre maternel, notamment du fait des limites d'accueil aux 3 ans de l'enfant. Enfin, le dernier axe thématique sur le gros de nos résultats, donc, c'est porté sur le parcours de prise en charge de ces mères. Ainsi, un des points récurrents dans les entretiens avec les jeunes mères rencontrées, c'est porté sur la pluralité des formes de prise en charge du début de la découverte de la grossesse jusqu'à notre rencontre, donc 1 an et demi à 2 ans après la naissance de l'enfant. Donc, en effet, la grossesse a nécessité des prises en charge spécifiques pour ces adolescentes qui venaient de se retrouver pour une majorité d'entre elles dans une situation de rupture familiale. Ces prises en charge se sont donc souvent effectuées en plusieurs étapes, nécessitant pour certaines d'entre elles des changements géographiques et de leur environnement social, scolaire et familial. Donc souvent, il a fallu qu'elles aillent voilà, assez loin de leur ville d'origine, de leur département parfois d'origine, les amenant à devoir changer de lycée, de devoir voilà, changer beaucoup de choses dans leur environnement. En moyenne, on a pu relever que les jeunes femmes de notre échantillon étaient passées par au moins 2 structures, 2 lieux différents depuis la découverte de la grossesse jusqu'à la situation présente. Nous avons pu souligner que cette discontinuité était d'autant plus forte pour les jeunes qui étaient déjà dans un parcours de prise en charge de protection de l'enfance. Donc, en effet, pour 2 adolescentes notamment, elles se trouvaient déjà en famille d'accueil ou en foyer au moment où elles ont appris leur grossesse. Et donc, ces modalités de prise en charge du foyer, de la famille d'accueil, n'étaient alors pas compatibles avec l'arrivée de l'enfant. Donc, à nouveau nécessité un changement de lieu de prise en charge. Chez plusieurs de ces mères, ces ruptures successives viennent faire écho à leur histoire familiale, faite de discontinuité sociale et affective. Je ferai juste une petite parenthèse sur le fait que ces mères ont accouché au moment vraiment du premier confinement du Covid. Donc, ça a été aussi un facteur, on va dire, aggravant encore un petit peu plus les ruptures et la complexité de la prise en charge. Pour la majorité des mères rencontrées, malgré ce vécu difficile de discontinuité entre les différentes prises en charge, nous avons pu relever tout de même des fonctions de contenance et de soutien mises en avant par ces mères, prises par les équipes de professionnels, notamment par les équipes de centre maternel. Donc, en effet, pour ces adolescentes dont le vécu familial se caractérise en majorité par des vécus d'abandon et de rejet du fait de la grossesse, ou bien précédant celle-ci avec des histoires de vie parfois très chaotiques, le centre maternel a pu avoir une fonction symbolique parentale à travers un soutien de leur maternité, mais aussi de leur construction en tant qu'adultes en devenir.
Donc, la fonction symbolique de figure parentale prise par ces structures de prise en charge a également pu générer l'expression de mouvements conflictuels propres à leur problématique adolescente, propres à leur développement, à cette phase de développement. Sur le plan, je vais faire un petit point, pas trop long, mais sur le plan des interactions mère-enfant. Donc là, je vous ai mis le graphique qui reprend les résultats d'analyse du CIB, hein, de l'échelle qui évalue la qualité des interactions mère-enfant. Donc les résultats au CIB montrent que les scores relevés aux différents items ne diffèrent pas de manière très forte quand on compare les moyennes entre le groupe de mères adolescentes de notre recherche et le groupe contrôle, donc, donc de mères de diade tout venant. Les écarts les plus importants concernaient le niveau de sensibilité parentale, de meilleure qualité dans le groupe contrôle, une intrusivité parentale légèrement plus élevée pour les mères adolescentes, ainsi qu'un retrait de l'enfant un peu plus important en moyenne dans l'échantillon de mères adolescentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu tout de même relever un contraste important entre deux dyades, deux groupes de deux dyades, pardon, de la recherche. Donc, en effet, pour un groupe concernant deux mères, les scores du CIB apparaissaient vraiment de très bonne qualité, contrairement à deux autres dyades pour lesquels on avait des scores beaucoup plus contrastés, hein, avec le groupe contraste. Donc là, sur le graphique, il s'agit de Fanny et Laura, qui avaient des scores de moins bonne qualité vraiment que le groupe contrôle. Quand on s'est penché un petit peu sur ce qui caractérisait ces différents groupes, on a pu notamment retrouver qu'il y avait une grossesse plus consciemment désirée chez les mères où il y avait une bonne qualité de l'interaction, une grossesse qui était beaucoup investie comme une grossesse réparatrice, fantasmatiquement pour ces mères, et avec un investissement qui avait été très positif des équipes de professionnels. Donc, pour terminer, j'aborderai quelques points de discussion qui nous ont semblé pertinents à développer au regard de ces résultats. Déjà, concernant les jeunes mères que nous avons rencontrées, la grossesse à l'adolescence a provoqué vraiment des situations très conflictuelles, voire de rupture avec la famille. Et donc, pour certaines jeunes, nous avons relevé qu'elles se trouvaient dans des difficultés aiguës liées, on l'a dit, à un parcours de vie familial qui était déjà très difficile avant. Et donc, ces observations, finalement, ces résultats posent un peu la question de l'origine même de ce qui crée les facteurs de fragilité chez ces mères. C'est-à-dire, on peut se demander si finalement, c'est réellement leur jeune âge seulement, ou est-ce que c'est plutôt le contexte déjà très fragile, finalement, pour ces jeunes sur le plan familial. Qui était déjà présent au moment de l'arrivée de la grossesse. Ce qui est certain, c'est qu'on se rend compte que la grossesse accentue réellement les difficultés préexistantes. Parmi les mères de notre échantillon, on a pu relever que la grossesse avait représenté vraiment une période de vulnérabilité aiguë sur le plan psychopathologique, avec une symptomatique anxieuse qui est quand même récurrente. Donc, l'un des enjeux qui ressort vraiment dans cette étude sur ce que les mères ont pu rapporter, c'est vraiment la difficulté de ce double accompagnement qui consiste à la fois donc, à faire exister les mouvements psychiques liés au remaniement adolescent et ceux liés à la naissance de la maternité. Et donc, ça pose réellement la question de la formation spécifique des équipes ou de la mise en place de dispositifs ou de structures spécifiques à ces mères adolescentes. La plupart des adolescentes qu'on a rencontrées, des jeunes femmes, étaient dans des centres mélangés avec des mères plus âgées, des mères adultes. Il y a un certain nombre d'auteurs qui ont mis en avant l'importance de l'existence de ces dispositifs spécifiques.
Un des aspects récurrents également dans notre recherche, c'est porté sur la question de la discontinuité des soins et des prises en charge pour ces jeunes mères. Donc, cette discontinuité, elles sont venues s'ajouter à un parcours pour certaines déjà fait de ruptures antérieures au cours de leur enfance et de leur adolescente. Et donc, cette discontinuité, elle se pose aussi autour de l'avenir de ces jeunes femmes. En effet, les centres maternels sont prévus pour accueillir des mères jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et là, dans le cas des mères adolescentes, cela signifie la nécessité d'être très rapidement autonomes alors qu'elles sont encore très jeunes. Et il existe relativement peu de dispositifs contenants qui permettent d'accueillir des diades mère-enfant avec des enfants âgés de plus de 3 ans. Donc cet enjeu, il est vraiment important parce que ça vient aussi peser dans la balance, hein, si on peut dire, concernant la possibilité de ces mères à poursuivre leurs études, ce qui peut être difficilement compatible avec la nécessité d'autonomie très précoce. Cette multiplication des prises en charge, enfin, pour les mères adolescentes, se retrouve plus particulièrement chez celles qui avaient déjà un parcours de prise en charge par la protection de l'enfance avant leur grossesse et qui est venu majorer un petit peu leur vécu de sur le plan des perspectives de la recherche, du côté des applications pratiques, donc on a pu justement préconiser, soumettre les idées de développement concernant réellement des dispositifs de liaison et peut-être des équipes mobiles comme il en existe dans d'autres domaines psychopathologiques, notamment concernant l'addiction ou encore dans le domaine de la périnatalité. Pour soutenir et former les équipes à la spécificité vraiment de la prise en charge des mouvements adolescents dans un contexte de maternité. La poursuite de la création de structures spécifiques à la prise en charge de maternité et de penser le développement de dispositifs d'accompagnement au-delà des 3 ans de l'enfant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour cette présentation très complète, très riche, Madame Guéguin. Vous l'aurez compris, l'objectif de cette webconférence Recherche et pratique est avant tout d'offrir un espace privilégié pour que le savoir et la pratique puissent dialoguer ensemble de façon constructive. Nous avons donc proposé à Jacqueline Mahé d'intervenir en tant que discutante et nous la remercions de s'être prêtée au jeu afin de lancer les discussions. Alors, Madame Mahé, vous avez été pendant de nombreuses années infirmière en pédopsychiatrie au sein du Centre nantais de la parentalité, qui est rattaché au service de pédopsychiatrie du CHU de Nantes. Vous avez notamment travaillé auprès des docteurs Gloanec-Garé. Ce Centre nantais de la parentalité, c'est un service de consultation psychologique pour nourrissons. Et dans ce cadre-là, vous avez été infirmière référente du Centre maternel pour jeunes femmes mineures d'Anjoran. Vous avez également travaillé quelques années dans un centre de soins pour adolescents à La Roche-sur-Yon. Donc, vous connaissez bien les spécificités des adolescents et tout particulièrement des maternités adolescentes. Vous avez lu cette recherche. Nous vous laissons donc la parole pour une dizaine de minutes afin de nous en faire un retour et de nous partager en quoi celle-ci fait écho à vos pratiques. Merci. Merci Mme Guéguin pour cette étude qui m'a beaucoup intéressée. En fait, j'ai été très intéressée par cette recherche parce que à la fin de mon activité professionnelle, ayant été référente du centre Anjoran pour le centre nantais de la parentalité, concernant les maternités adolescentes, je me disais peut-être on n'a pas suffisamment travaillé sur la question de l'accompagnement à l'adoption, la question de la contraception. Et puis, votre étude m'a fait faire un pas de côté par rapport à ce que j'avais là dans la tête. Et j'ai mieux compris, en lisant votre étude, combien le fait de vouloir à tout prix garder l'enfant prenait un sens particulier dans l'histoire de ces jeunes mères adolescentes, du côté de la réparation du vécu abandonnique,
et de la réparation des traumatismes passés. Et puis, concernant la contraception, j'ai bien compris en lisant l'étude que, bien évidemment, la question de la contraception ne se situait pas du côté de l'information sur le sujet, mais beaucoup plus sur la question du repérage, peut-être en amont, des jeunes adolescentes dans les difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans leur famille et la nécessité que peuvent représenter la nécessité de soutien dont pourraient bénéficier ces jeunes filles adolescentes dans la question du repérage des négligences affectives et éducatives. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, j'ai été très intéressée de voir comment c'était la précision dans votre étude de la question de l'isolement affectif de ces jeunes femmes. Il y a même à certains moments, j'en avais presque le dos glacé pour certaines d'entre elles, en me disant comment on fait pour rester en vie avec un tel isolement et une telle peine psychique, une telle douleur psychique. Et j'ai fait le lien avec l'importance d'un accueil continu, structurant, contenant pendant la grossesse, assez tôt dans la grossesse, et évidemment au moment de l'accouchement et puis quand le bébé est là. Et j'ai mesuré en lisant votre étude combien ce serait important pour moi que ce soit le même lieu, qu'il n'y ait aucune rupture dans les accueils. Et en lisant votre étude, quand je dis que parfois j'étais un peu glacée, je me disais comment on fait pour survivre après, en plus, cette grossesse qui arrive, qui est parfois non désirée, enfin qui arrive dans un parcours déjà compliqué, comment on fait pour rester en survie comme ça, avec en plus les ruptures qui sont imposées aux jeunes femmes. Alors, quand je parle d'accueil structurant, je pense à l'établissement de type foyer avec des chambres individuelles, celui que j'ai connu à Anjoran, à Nantes, qui sont des chambres assez grandes. Et puis, j'ai connu un autre centre maternel pour adultes qui avait été rénové, où c'était des chambres pour les mamans qui étaient assez grandes. Et il y avait une toute petite chambre à côté pour le bébé, mais il y avait une porte qui séparait. Et je trouvais que sur un plan architectural, le fait d'avoir deux espaces distincts, c'était vraiment intéressant. Et puis, à Anjoran, il y avait donc des studios dans le foyer aussi. Et les jeunes femmes, quand elles commençaient à avoir un peu d'autonomie, elles pouvaient rejoindre les studios. Et cet établissement de foyer maternel là, que j'ai connu, il se trouve qu'il avait une porte fermée. La porte qui donnait sur la rue était fermée. On devait sonner pour y entrer. Et j'ai mesuré combien, pour ces mamans, c'était aussi rassurant par rapport aux menaces d'intrusion qu'elles pouvaient vivre, que cette porte soit fermée. Et que parfois, quand il y avait des relations de couple conflictuelles, ça les protégeait aussi des relations conflictuelles avec leurs conjoints. Alors, pour faire le lien avec ce type de lieu que j'ai connu, je trouve intéressant que ce soit un accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce lieu que j'ai connu, là, il y avait une crèche qui était ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les enfants bénéficiaient de la crèche comme mode de garde, comme toute crèche de ville. Mais en plus, les professionnels disaient tout le temps aux mamans, et donc moi aussi quand je voyais les mamans, surtout si à un moment vous êtes dépassé avec votre bébé, si vous sentez que c'est trop difficile, que vous ne supportez plus votre bébé, sachez qu'à la crèche, votre bébé sera accueilli par un professionnel. Et ça, les mamans s'en saisissaient très bien. C'était quelque chose qui leur était redit très souvent. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que quand les mamans accompagnaient leur bébé à la crèche dans un moment de crise, elles disaient à la alors, en plus, les professionnels de la crèche, elles représentaient des figures maternelles rassurantes. Et donc, ces mamans venaient à la crèche, confiaient leur bébé, et autour du bébé, il était dit pourquoi la maman confiait son bébé à la crèche, et la professionnelle pouvait reprendre les raisons de pourquoi elle confiait son bébé. Et puis, c'était toujours repris par une éducatrice ou une éducatrice de jeunes enfants qui s'occupait de la maman. Et ça, j'ai mesuré pendant mon activité professionnelle combien les bébés qui pouvaient être exposés à des risques de maltraitance, souvent ces risques-là étaient vraiment atténués. Et je trouve que c'est vraiment un outil précieux, très, très précieux.
Voilà, donc je trouvais que votre étude montrait bien le risque de maltraitance et que ce n'est pas forcément lié, comme vous disiez tout à l'heure, Madame Guéguin, au fait d'être une mère adolescente, mais plus au fait d'avoir été soi-même maltraitée ou d'avoir eu un parcours de vie chaotique. Alors, j'ai aussi connu que je trouve intéressant comme outil pour les jeunes mères adolescentes qu'on utilisait, peu, mais on l'a utilisé, c'est l'accueil familial thérapeutique, toujours au sein du centre maternel. Et donc, c'était nous, services de soins, qui faisions le lien avec l'accueil familial thérapeutique. Et je me souviens en particulier de 2 mamans qui confiaient leur bébé 2 nuits ou 3 nuits par semaine et 3 ou 4 jours. Elles restaient au centre maternel, mais le bébé bénéficiait d'un accueil tout à fait particulier et spécifique, entre autres autour des troubles alimentaires. Je me souviens, les 2 situations, c'était des troubles alimentaires graves. Donc, l'accueil familial thérapeutique, je suppose que tout le monde connaît, c'est la même infirmière de l'accueil familial thérapeutique qui suit le bébé dans sa famille d'accueil et la même infirmière qui voit la maman au centre maternel, et ça chaque semaine. Et je trouvais que c'était un outil intéressant. Et puis, dans les outils intéressants, donc nous, on était référencés comme le centre nantais de la parentalité, comme centre de soins spécifiques pour les soins psychologiques aux nourrissons. Et j'étais la seule personne à aller à Anjoran de manière à ce qu'il n'y ait qu'un seul référent pour les professionnels, et ça simplifiait les démarches. Alors après, sur le point de l'enveloppe contenante de la maternité adolescente, il se trouve, comme disait Madame Campanella, que j'ai travaillé dans un service de soins pour adolescents en unité d'hospitalisation complète. Et le chef de service qui venait d'ouvrir cette unité nous avait dit, il n'est pas question d'avoir des travailleurs de nuit. Tout le monde fera des nuits parce que les adolescents, on doit les connaître le jour, s'occuper d'eux le jour, mais on doit aussi les connaître la nuit. Et afin qu'il y ait une continuité et une fonction contenante la meilleure possible, on faisait donc des nuits une semaine, toutes les 7 semaines, je ne sais plus, enfin bon, on avait une organisation comme ça. Et moi, j'ai trouvé très intéressant de connaître les adolescents le jour, bien évidemment, mais la nuit, parce que la nuit, c'est un autre rapport, c'est une autre temporalité, et on se rend compte que ce sont 2 temporalités très différentes, mais qui, quand on les met ensemble et qu'on les complète, elles sont riches. Et, et pour nous, les professionnels, je trouvais que c'était aussi très riche. Très, très riche. Et du coup, je trouve que ça atténue les discontinuités qui peuvent exister et qui sont déjà inhérentes au phénomène de l'adolescence. Et d'avoir une enveloppe comme ça contenante, je trouvais que c'était très sécurisant. Donc, je fais aussi le lien pour ces mamans. Et puis que peut-être tous ces éléments de continuité peuvent éviter les ruptures délétères pour les bébés, pour les familles, mais aussi les professionnels. Alors se pose la question après les 3 ans de l'enfant, est-ce que c'est effectivement, c'est pas parce que l'enfant il a 3 ans et que la maman elle a grandi qu'elle est prête à assumer l'autonomie de son enfant. Comment maintenir une enveloppe de qualité? Est-ce que c'est par une équipe de liaison, par une équipe de soins, par un accueil spécifique de centre maternel pour jeunes femmes majeures? Et alors, en lisant votre étude, Mme Guéguin, l'image qui m'est venue en tête assez rapidement, c'est l'image des poupées russes, les poupées matrioshka. Et je mesurais combien je ressentais, même physiquement, ce besoin d'être contenu pour le bébé, la maman, les familles, mais aussi les professionnels. Parce que je pense qu'en tant que professionnel des maternités adolescentes, on a besoin d'être très soutenu et très contenu. Et donc, pour finir mon propos, je vous invite à regarder 2 films. Un qui s'appelle Petite, sur les maternités adolescentes, le film Petite de Julie Lerat-Gersan, qui est sorti en février dernier, qui, je trouve, est un film lumineux, très juste, et qui montre bien comment la jeune femme qui s'appelle Camille, elle grandit dans cette maternité adolescente, et comment elle grandit grâce à l'accompagnement éducatif, et combien cet accompagnement éducatif est précieux. Et je trouve même que ce film Petite pourrait presque être un film d'enseignement sur la question des négligences.
tellement il est bien fait sur la question des négligences. Et l'autre film que je vous invite à regarder, qui est un peu différent, c'est un film espagnol qui s'appelle La Maternale, de Pilar Palomero, qui est aussi sorti en 2022 et qui, lui, montre bien comment les mamans entre elles se soutiennent, tous les phénomènes d'identification entre les mamans et les bébés. Et là, c'est un éducateur et une éducatrice dans un foyer, un centre maternel fermé également, qui sont les personnes référentes des mamans et des bébés. Et on voit toute l'importance du travail éducatif, toute l'importance de leur fonction contenante. Voilà pour terminer mon propos. Merci.